J'ai pensé à devenir dirigeante plus tard dans ma carrière. Je pense que j'ai été assez longtemps atteinte par une espèce de tabou sur la notion de dirigeant, notion de pouvoir, et l'idée que c'était accessible et que c'était pour moi désirable est venue un peu plus tard, je dirais au bout d'une quinzaine d'années de carrière. J'ai commencé à ce moment-là à me mettre dans un processus d'accession à des postes de direction. Et la bascule, en fait, s'est faite, l'affirmation de cette ambition s'est faite quand moi j'ai rencontré des réseaux de femmes. On a plutôt conscience qu'on a envie de prouver sa compétence, on a envie de prouver ce qu'on sait faire et on a envie de le mettre en action, en musique. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on a de l'influence, qu'on arrive à fédérer une personne, puis deux, puis trois. Et puis petit à petit, on se dit, tiens, après avoir fédéré une vingtaine de personnes qui sont a priori prêtes à me suivre, on a envie d'enlever plus loin. Donc, en fait, ça se construit pas à pas avec une vision plutôt de construction d'un ensemble plus grand et d'entraîner un ensemble de personnes derrière soi sur un projet. Et ça crée, oui, du plaisir, de l'envie de continuer, d'aller plus loin. Ensuite, mon deuxième goût pour le pouvoir est lié à qu'est-ce que je fais de ce pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie, effectivement, de faire grandir des personnes autour de moi. Donc, une fois que vous avez dirigé un certain nombre de personnes, vous avez envie que ces personnes elles-mêmes en dirigent d'autres. Et donc, aujourd'hui, je cherche vraiment à m'entourer de leaders, c'est-à-dire de personnes qui ont vraiment du charisme et qui elles-mêmes me poussent à aller encore plus loin. Voilà. Donc, je pense que la vocation vient en fait en marchant. La première, c'est effectivement de réfléchir vraiment à ce qu'on veut, ce qu'on peut faire, ce qui peut être acceptable et de se donner ces moyens-là. Moi, c'était effectivement la finance à l'usine, dans un monde industriel, mais je pense que maintenant, aujourd'hui, ce serait autre chose. Mais ça reste vrai tout le temps, cette réflexion de se dire... je réfléchis vraiment, parce que les opportunités, lorsqu'elles passent, on a à peu près 2 minutes pour dire oui ou pour dire non. Et donc, si on ne se met pas en position d'avoir des propositions qui vous sont faites, des signaux qu'on a envoyés pour dire voilà ce que j'aimerais pouvoir faire, voilà ce que je me sens capable de faire, voilà où je suis légitime. Si on n'a pas exprimé ce qui pouvait donner aux uns et aux autres la façon de vous proposer quelque chose, ou envoyer, encore une fois, les signaux qu'il faut pour qu'on vous propose quelque chose et qu'on puisse avoir une opportunité, je pense que cette réflexion sur ce qui est possible, elle me paraît essentielle pour tous les parcours. Surtout de la capacité de sortir du cadre, de sortir de sa zone de confort. Une fois que vous avez établi une compétence, que vous êtes à peu près bien dans un rôle, il faut absolument vous déplacer vers un autre rôle qui vous mette en danger, qui vous mette en risque. Et donc ma capacité à sortir en permanence du cadre et à me mettre en risque et à prendre donc à éventuellement affronter des échecs, mais qu'il faut savoir gérer, ou des réussites qu'il faut savoir tout aussi bien gérer. Parce qu'il ne faut pas croire qu'une réussite se gère très facilement. C'est également quelque chose qui peut vous griser, qui peut vous faire retomber beaucoup plus bas qu'avant. Donc, quand vous avez appris à gérer les échecs et les réussites, eh bien, vous êtes effectivement dans une spirale qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez très libre de continuer de progresser dans votre carrière. C'est de se dire qu'il n'y a pas de barrière. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais a priori, quand on propose un job, quand il y a une opportunité, quand on pense à l'étape d'après, si vous êtes là, c'est que vous êtes en situation d'y arriver. Et donc, ne pas se poser la question d'abord de tout ce qui va vous empêcher de faire, mais se mettre effectivement dans une situation de... Il y a forcément une solution, hein. Il y en a forcément une, est une barrière psychologique qui, pour avoir beaucoup discuté avec des femmes sur comment elles appréhendent leur carrière professionnelle, est un vrai sujet. Donc non, on arrête avec tous les sujets de culpabilité personnelle, de je ne vais pas y arriver parce que mes pauvres enfants vont souffrir de tout ce que je vais faire. Non, il n'y a que des solutions et il n'y a pas de barrière a priori. Et une fois qu'on a ce mental-là,
eh bien, je trouve qu'on arrive à surmonter ces difficultés de la vie professionnelle qui sont forcément là dans tout parcours. Le vrai message que je suis toujours contente de transmettre, c'est oser. Oser être vous-même, oser affirmer vos talents, oser affirmer vos différences et choisir une trajectoire qui est la vôtre, qui n'est pas celle de votre frère, de votre voisin, de votre collègue de travail, qui est la vôtre et qui vous convient. Oser faire les choix qui vous conviennent au moment où vous les faites et assumez-les. Donc oser être vous-même, être la dirigeante que vous avez envie d'être. Apprenez à reconnaître et à utiliser le langage de l'environnement dans lequel vous évoluez, parce qu'il est probablement marqué par des codes comportementaux qu'il faut que vous arriviez à utiliser. Et je pense en particulier que l'univers de l'entreprise est marqué par des codes comportementaux qui sont, entre guillemets, plutôt masculin. Et moi, le conseil que je donne aux plus jeunes, c'est qu'il faut apprendre à être bilingue. C'est-à-dire que voilà, il y a deux langues. Comme les gens qui sont bilingues, ils ont une langue maternelle et puis une langue qu'ils pratiquent couramment. Là, c'est la même chose. Il faut, dans un environnement masculin, savoir changer de registre quand c'est nécessaire et être dans le registre des codes comportementaux qui règnent dans l'environnement, sans oublier qu'on est aussi une femme et qu'on peut s'exprimer en tant que femme dans un univers, même s'il est essentiellement masculin. Moi, j'ai arrêté de bosser pendant un certain temps. J'ai été femme au foyer pendant quelques temps. J'adore le dire comme ça parce que c'est un peu provocatoire, mais c'est la réalité. J'ai été au chômage. J'ai pris des jobs qui me plaisaient pas. Ça vient pas tout seul et ça vient pas super linéairement. Comme ce qu'on nous raconte finalement quand on est en particulier dans ce type d'école. Moi, j'ai jamais rencontré un truc très linéaire et c'est pas grave. Et c'est ça aussi que je veux dire, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave d'avoir des échecs. Ce qui est important, c'est de bosser, de réussir des choses et de les mettre en avant et d'assumer cette forme d'ambition qui est pas si naturelle que ça. Parce qu'on nous a toujours dit que les vraies filles, elles font pas des trucs comme ça, qu'elles trouveront pas de mari si elles sont chefs. Et puis mon dernier message, c'est d'arrêter d'être une bonne élève. Le syndrome de la bonne élève, c'est le pire obstacle à la réussite professionnelle. Parce que quand on travaille bien à l'école, on a des bonnes notes, mais quand on travaille bien dans une entreprise, on n'a pas nécessairement le super job auquel on aspire. Donc il faut arrêter ce syndrome de la bonne élève et il faut plutôt se concentrer sur les règles du jeu, les alliances, le système qu'on appelle politique dans une entreprise, qui est fondamental. Sans ça, on ne fait pas avancer les projets. Et j'ai vu trop, et j'en ai fait partie, et je vois et j'ai vu trop de femmes qui pensent que c'est sale. Non, c'est juste ce qu'il faut faire pour pouvoir faire avancer les projets et accessoirement sa propre carrière. Sur le constat du plafond de verre et puis de réactions masculines qui peuvent se créer parce que, évidemment, s'il y a trop de place faite aux femmes, il peut y avoir... dans les entreprises, il y a un gâteau à partager. Et les entreprises n'ont pas compris qu'en embauchant plus de femmes à des postes, on peut faire grossir le gâteau. Et du coup, nous, ce qu'on s'est dit, moi, ce que je me suis dit il y a déjà maintenant 7 ans, puisqu'on a démarré notre association, la première association Paris Pionnière en 2005, c'est que finalement, on pouvait déplacer complètement le débat grâce à l'entrepreneuriat et dire... que plus il y aurait de femmes entrepreneurs, finalement, on allait faire grossir un gâteau de croissance nationale et sans pénaliser les hommes, finalement. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est positionné. En 2005, on a créé un premier incubateur dédié au genre féminin. Il y a des aspects, je dirais, identitaires qui sont à renforcer via la formation, la capacité à s'affirmer, à rester femme, à endosser le rôle d'un dirigeant, à être dans une posture de pouvoir tout en restant soi-même. Donc c'est pour ça que SCP met en place un programme de formation dont les premiers modules concernent justement le renforcement de l'identité. C'est-à-dire oser être soi, oser s'affirmer et oser se mettre en scène en tant que femme, tout en restant féminine, en restant soi-même. Voilà. Et donc le deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est cette capacité à développer des habilités que je définirais comme politiques, c'est-à-dire une capacité d'influence, une capacité à incarner un certain style de leadership. Donc pour ça, il faut pouvoir en formation s'entraîner, s'exercer, débriefer sur des situations qu'on a vécues pour pouvoir, je dirais, développer toutes ces qualités et toutes ces compétences nouvelles qui sont indispensables dans les organisations au top management.